Sans plus tarder, on va commencer la première table ronde sur le thème donc, des bilans des JO 2024 en département de Seine-Saint-Denis et donc de questionner l'héritage de ces JO. Et donc j'invite à me rejoindre Laure Mériot, Mélanie Morgeau, Nicole Picard et Kevin Vasseur. Donc déjà, je vous remercie tous les quatre de venir à notre colloque et aussi d'avoir fait des entretiens avec nous tout au long de l'année. Ça nous a été très profitable, donc déjà merci beaucoup. Donc c'est une table ronde qui est interactive, donc on n'a pas prévu de temps de questions à la fin de la table ronde, mais plutôt vous pourriez poser vos questions au fur et à mesure et qu'on les prendra en fonction du temps qu'on a et voilà, pour arbitrer. Donc voilà, sentez-vous libre de lever la main pour poser vos questions et on arbitrera en fonction. Voilà. Et que vos questions également soient brèves, ça nous arrangerait aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Roxane, donc je reprends le relais. Donc très rapidement, nous allons vous introduire chacun individuellement et à l'issue de votre introduction que je vais faire pour chacun d'entre vous, nous allons vous laisser un temps de parole de 5 minutes maximum environ. Je vous l'avais précisé pour justement tenir dans les délais. Donc on commence sans plus tarder par Laure Mériot. Donc bonjour Laure Mériot, merci beaucoup d'être venue. Donc vous êtes actuellement architecte à l'agence d'urbanisme et d'architecture et de paysage Atelier 234. Et vous êtes l'architecte qui est derrière le centre aquatique olympique de Saint-Denis. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet et l'héritage qu'il lègue à la ville de Saint-Denis et peut-être aussi au-delà, au département de Seine-Saint-Denis? Bonjour à tous. Oui, effectivement, je fais partie de l'équipe de conception du centre aquatique. C'est un projet qui est sous maîtrise d'ouvrage Métropole du Grand Paris. Et qui est né en fait d'un besoin de grands stades nautiques de compétition. Je sais pas si voilà. Donc les Jeux Olympiques 2024 et un besoin de stades nautiques. C'est-à-dire pour accueillir des compétitions et des grandes compétitions internationales. Il faut savoir qu'en France, la plus grande piscine de compétition, elle a moins de 1000 places. Aujourd'hui, le centre aquatique, pendant les Jeux, avait 6000 places, en laisse 3000 fixes pour pouvoir accueillir plein de compétitions quotidiennes et peut revenir en compétition à 6000 places. C'est-à-dire qu'on a une tribune qui peut revenir, s'enlever et revenir. Et puis voilà. Donc ça, c'est un des premiers besoins et c'est pour ça que ce bâtiment est né. L'autre chose, c'est pourquoi Saint-Denis. C'est grande terre des Jeux. 2, grande terre du sport avec le Stade de France en face. Et aussi un besoin très important de bassins, puisqu'il y avait un vrai manque de bassins aquatiques pour l'apprentissage de la natation. Donc nous on a fait un groupement pour répondre à cette question des Jeux Olympiques, mais aussi la question qui nous était posée, c'était l'héritage, et c'est vraiment comme ça que notre équipe a pris l'héritage. On devait proposer des fonctions annexes au grand bassin de 50 mètres et le bassin de plongeon pour permettre d'avoir une subvention publique la plus faible possible et aussi répondre aux attentes du territoire. Notre équipe a proposé donc de maximiser le nombre de bassins. On a un bassin aqualudique, on a un bassin d'apprentissage. Ça, c'est pour 2 choses. L'apprentissage à la natation, c'est pas juste faire 25 mètres. Il faut savoir jouer dans l'eau, il faut savoir mettre la tête sous l'eau, il faut savoir avoir peur, il faut savoir... voilà. Le grand bassin de 50 mètres à l'Olympique, il est très impressionnant. Donc pour apprendre, c'est bien d'avoir un petit bassin.
Et en plus, les besoins étaient tellement importants que la maximisation de ce nombre de bassins permet d'accueillir beaucoup plus de monde en même temps. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'on a souhaité amener d'autres sports. Parce qu'on voulait faire un centre sportif, territorial, donc pour métropolitain, mais aussi local, qui permettent à toutes les familles de venir, de faire plein de sports différents, d'avoir des gens qui vont aller faire de la natation, puis aller faire du fitness, puis aller faire de l'escalade ou du paddle tennis, pour vraiment amener les gens à aller vers le sport. Et pour ça, d'un point de vue architectural, le traitement du projet est un projet très ouvert, donc très vitré, ouvert sur le territoire. On peut voir à travers, on peut rentrer dedans très profondément sans payer son ticket pour aller voir ce qui se passe. Voilà. D'un point de vue, on va dire, un peu plus écologique et sur l'eau, évidemment, une très très grande attention à la question de la matérialité. Donc on a toute la halle olympique en bois, mais ça ne va pas être mon sujet aujourd'hui, on pourra en reparler. Sur l'eau, on a deux actions. Une action, on va dire, sur l'eau qui tombe du ciel et comment profiter de cette eau. Donc ça, c'est vraiment sur la question de la compacité du bâtiment pour laisser énormément de pleine terre autour, de ne pas faire de grands parkings asphaltés, de mettre d'avoir des parcs plutôt que des parkings. Donc en fait, on a des parcs qui sont avec des réseaux en dessous qui permettent de mettre des voitures ou des camions, mais de façon ponctuelle, quand on en a besoin, c'est-à-dire quand on va accueillir des grandes compétitions. Donc ça, c'est vraiment une innovation, en tout cas d'un point de vue fonctionnel, sur ce traitement-là. Donc plein d'eau dans la terre, avec des arbres, donc ça c'est top. Récupération d'eau, évidemment, de la toiture pour l'arrosage et pour un certain nombre de choses. Ensuite, il y avait vraiment cette question de, c'est un centre aquatique, donc c'est des bassins. Donc on utilise plein d'eau, et c'est de l'eau potable. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Donc on a eu une première action qui est le dessin du fond des bassins, notamment sur le bassin de Plongeon, qui est généralement un bassin qui fait 5 mètres de profondeur, parce que c'est la demande pour le plongeur de 10 mètres. Donc on fait un bassin rectangulaire de 5 mètres. Nous, on a décidé de faire un bassin avec un fond paramétrique, c'est-à-dire avec des pentes dans tous les sens, qui s'adaptent aux différents besoins des plongeurs en fonction de la hauteur dont ils sautent. Ce qui fait que quand même sur ce bassin, on a réussi à récupérer 25% de volume d'eau par rapport à un bassin classique. Donc ça paraît pas grand-chose, mais en fait c'est 25% sur 20 ans d'exploitation, donc c'est énorme. Voilà, donc ça c'est une première chose. Des systèmes de filtration qui permettent de ne pas trop rejeter d'eau tous les jours, et donc voilà. De la récupération des eaux filtrées pour nettoyer les plages, par exemple. Ça, c'est une innovation parce que ce n'était pas accepté par l'ARS avant le projet, et maintenant c'est accepté. Donc il y a une évolution des règles, et nous on milite pour beaucoup, et à l'époque notre Premier ministre précédent nous avait suivi, mais je ne sais pas où en est le décret, qui est qu'en France, on a une particularité qui est qu'on vide tous les bassins de toutes les piscines de France une fois par an. Ce qui n'est pas du tout le cas. Nous, on a co-conçu le projet avec une agence néerlandaise, ce qui n'est pas le cas en Belgique, ce qui n'est pas le cas aux Pays-Bas. De toute façon, on filtre l'eau et on en rejette une partie au fil de l'année. Donc le fait de tout vider et de nettoyer est une perte énorme d'eau. Voilà. Une proposition qu'on avait faite, mais qui n'a pas pu se faire, c'était de toutes ces eaux qu'on vide, c'était de les mettre à la disposition pour le nettoyage des voiries. À l'époque, c'était en 2018, il faut voir que c'était il y a un certain temps, c'était vraiment trop compliqué, et avec Plaine Commune et avec la ville de Saint-Denis, on n'a pas réussi à trouver de système. Mais c'est quelque chose qu'on propose régulièrement, nous, sur nos projets. Et voilà, pour l'instant, ça n'a jamais fonctionné, mais peut-être que les villes vont réussir à trouver un moyen. Voilà, j'ai dû faire plus de 5 quand même.
Merci beaucoup, Laure Mérieux. Donc, je pense qu'on pourra revenir un peu plus en détail sur cette dimension-là lors des questions. Donc, sans plus tarder, vous pouvez prendre le micro, Madame Mélanie Morgeau. J'espère que je prononce bien le nom de famille, Morgeau. Bien, merci. Ok. Merci beaucoup d'être venue. Donc, vous êtes aujourd'hui directrice de projet en charge de regroupement des services départementaux de Seine-Saint-Denis, donc la longue formulation. Vous avez aussi été par le passé responsable du coup de la délégation olympique pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, toujours auprès du département de Seine-Saint-Denis, effectivement. Donc rapidement, en quoi ont consisté vos missions entre 2018 et 2024, comme vous me l'aviez précisé, et quels sont les héritages urbains qui ont pu découler de cette délégation-là pour la Seine-Saint-Denis, en 5 minutes. Vous êtes exigeant. Bon, très rapidement, le département a décidé de s'organiser et de structurer une direction, une délégation pour porter le projet olympique et paralympique. Donc, il a été décidé de créer une entité rattachée directement au directeur général des services et au cabinet. Et en fait, toutes les collectivités ont fait la même chose. Elles se sont dotées de cette petite cellule très agile qui avait pour objet de coordonner, animer, impulser le projet olympique et paralympique. Pour les administrations, c'était quand même un gros projet qui impactait beaucoup les politiques publiques. Il fallait penser une organisation ad hoc. Donc moi, j'ai dirigé cette direction de 2020 à 2024 et en 2018, j'étais adjointe auprès du précédent directeur. Et je vais vous parler en effet de l'héritage urbain en Seine-Saint-Denis. Et pour ça, je vous propose un petit retour en arrière. C'est important de comprendre en fait comment la Seine-Saint-Denis était au cœur du projet olympique et paralympique. Donc il faut se rappeler déjà que la nouvelle norme du CIO, elle invite vraiment les villes candidates à intégrer la planification urbaine à long terme dans le dossier de candidature pour en faire un héritage en fait, un héritage tangible et durable. Et donc Paris a, depuis sa candidature, misé complètement sur le développement métropolitain et la Seine-Saint-Denis était au cœur de cette ambition, puisque la Seine-Saint-Denis a un territoire post-industriel, avec beaucoup de fractures urbaines, congestionné, pollué, donc il y avait de véritables défis urbains et sociaux à mener. Et donc quand on dit la Seine-Saint-Denis, c'est pas tout le territoire, c'est vraiment une zone que vous voyez ici sur la carte, entre à l'est le Bourget et à l'ouest la Seine. En gros, c'est vraiment cette zone qui a été ciblée pour le projet olympique et paralympique. Et donc la promesse qui était faite, c'était de dire le projet olympique et paralympique va améliorer la qualité de vie urbaine via des constructions, des rénovations d'équipements sportifs, via des constructions de logements, évidemment. On en manque et on a évidemment de l'habitat insalubre en Seine-Saint-Denis, via l'amélioration des espaces publics et l'accès aux espaces verts, via également l'amélioration des mobilités. C'est ce que je vous disais, beaucoup de fractures urbaines en Seine-Saint-Denis, les autoroutes, les voies ferrées, la Seine, les canaux, donc on a des quartiers qui sont enclavés. Et donc le projet olympique devait permettre d'accélérer toute cette transition. Donc le rôle du département là-dedans a été de défendre cette vision du développement du territoire en tant que partie prenante et membre du conseil d'administration de Solidéo d'une part et de Paris 2024 d'autre part. Et on avait une double casquette, le département était aussi maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on portait nous-mêmes la maîtrise d'ouvrage de certains équipements, la piscine, des piscines, enfin une piscine modestement, beaucoup de voiries parce qu'on a la compétence voirie, les ponts également, voilà. Et donc pour revenir à cette carte, en fait l'héritage urbain, on pourrait un peu le classer en 3 grandes catégories. Il y a d'abord les projets urbains en tant que tels, et la Seine-Saint-Denis a accueilli 2 grands projets urbains, le village des athlètes à l'ouest, adossé à la Seine, et le village des médias à l'est, adossé à la nature, au parc Georges Valbon, qui est un parc départemental de grande ampleur en Seine-Saint-Denis. Le village des athlètes, il est à cheval sur 3 villes, Saint-Denis et Saint-Denis-Saint-Ouen. J'espère ne pas, Kevin, dévoiler ce que tu voulais dire.
Ce sont 2 actes, dont une qui préexistait au JO, donc qui a été aussi accélérée grâce au JO. Et pour reprendre la thématique de l'eau, puisque vous savez que la Seine est au cœur du projet de candidature, ce projet urbain du village, il permet le franchissement de la Seine, donc ça c'est un ouvrage que le département a construit. Il permet aussi des aménagements sur les berges, donc la ville se retourne vers la Seine alors qu'elle tournait de l'eau le dos à la Seine. Et évidemment, ce projet urbain, il propose des équipements publics, des espaces publics et des logements de très grande ambition, notamment sur le plan environnemental. Donc c'est un peu le modèle de la ville de demain que les acteurs publics veulent promouvoir. À l'est, côté Le Bourget, donc là aussi le village des médias, qui n'est pas une obligation pour les villes hautes dans la candidature, c'était un choix de construire ce village des athlètes pour accueillir pour loger les techniciens qui travaillaient juste à côté au parc des expositions du Bourget. Et c'était un souhait des élus du territoire de porter ce projet urbain à cet endroit-là, parce que proximité avec l'aéroport du Bourget, proximité immédiate et proximité un peu plus lointaine quand même avec l'aéroport Charles de Gaulle. Donc c'était un secteur en développement, et là aussi le projet olympique et paralympique a constitué une opportunité de développer ce projet urbain qui a 3 grandes dimensions. Une dimension écologique, parce que une partie du projet c'est de dépolluer et renaturer un terrain qu'on appelle terrain des essences, qui appartient au département et qui était désormais, mais qui était la propriété du ministère des Armées, qui était pollué aux hydrocarbures et qui est aujourd'hui un parc. Il a été inauguré il y a 8 jours, on est très fiers. Première dimension de cette ZAC. Deuxième dimension, c'est évidemment la construction de logements. Je laisserai Kevin peut-être développer sur l'insertion de ces logements et de ces immeubles de logement dans un environnement très naturel, puisque au pied du parc Georges Vallon et au pied d'une aire que vous connaissez peut-être, l'aire des Vents, qui accueillait la fête de l'humanité historiquement. Et troisième dimension de ce projet urbain, le parc des sports du Bourget, donc un pôle sportif très ambitieux et très bien aménagé, avec une diversité d'équipements, très ambitieux pour la taille de la ville, vraiment avec des équipements sportifs complètement neufs. Voilà pour l'héritage urbain qui est majeur pour le territoire. Le deuxième axe vraiment important de la transformation du territoire grâce au JO, c'est les mobilités. Je le disais, beaucoup de fractures urbaines. Et en fait, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément en tête, mais le projet olympique et paralympique, il a permis, notamment au département qui a la compétence voirie, de rénover des voiries, de créer des pistes cyclables, de construire un pont pour lier l'île Saint-Denis à Saint-Denis. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ces liaisons, elles étaient évidemment souhaitables pour les JO, pour relier une gare à un site ou relier des sites entre eux. Mais c'était, en termes d'héritage, c'était évidemment résorber les fractures et créer de la couture urbaine. J'accélère parce que je sens que je suis trop longue. Troisième volet de la transformation du territoire qu'a apporté le projet JOP, c'est la rénovation ou la construction d'équipements sportifs. Donc ça, c'est très majeur pour le territoire. Évidemment, le grand héritage, c'est les équipements aquatiques. Comme vous l'avez dit, il y a une carence d'équipements aquatiques en Seine-Saint-Denis. Les élus portent des plans de rattrapage depuis maintenant quelques années. Et là aussi, le projet olympique a constitué l'opportunité d'accélérer la politique d'investissement et donc de construire et rénover. Je reprends mes petites notes. Je crois que c'est 4 bassins. Oui, c'est ça, 4 nouvelles piscines, dont le CAO, qui vient d'être présenté, et 3 rénovations de piscines. Donc c'est quand même majeur à l'échelle du territoire. Et par ailleurs, les JO ont été aussi l'occasion de rénover beaucoup d'équipements de proximité qui ont accueilli globalement les équipes comme site d'entraînement. Et là, on compte 6 gymnases construits ou rénovés et 4 parcs sportifs aménagés,
dont celui du Bourget dont je vous parlais tout à l'heure. En termes d'héritage pour les équipements sportifs, je voudrais aussi mentionner le Prisme, qui est un équipement sportif dédié aux personnes en situation de handicap. C'est le seul héritage des Jeux paralympiques. Là aussi, c'était un projet qui préexistait avant les Jeux, qui avait été pensé par le département avec des acteurs du territoire. Et là aussi, c'est la même histoire, c'est-à-dire que le projet olympique permet d'accélérer la livraison d'un projet comme celui-ci, de trouver des financements, puisque le Prisme a été site d'entraînement, et donc de faire sortir un projet dans un temps beaucoup plus court en 2024. Voilà, Parfait. J'ai fini. Entendu. Merci énormément pour tous ces développements. Et je pense d'ailleurs que le Handilab, on l'aura comme dernière question, je crois, dans notre première table ronde, donc vous pouvez revenir dessus un peu plus en détail à ce moment-là. Donc sans plus tarder, on va passer à Kevin Vasseur. Donc vous êtes actuellement directeur de la valorisation et de l'héritage à la Solideo, donc la société de livraison des ouvrages olympiques, qui est un établissement public responsable de la construction et de la réhabilitation de 70 ouvrages olympiques. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots et notamment parler des grands enjeux de reconversion justement de ces ouvrages-là? Oui, effectivement, merci, bonjour à tous. Donc, la Solideo a apporté, donc c'est un établissement public de l'État, a apporté la réalisation donc, de 70 ouvrages pérennes. Donc, dans l'écosystème des Jeux, nous avions donc Paris 2024 qui était en charge de l'organisation de l'événement et de tout ce qui était temporaire. Et nous, donc, on a eu la réalisation de ce qui était pérenne, donc 70 projets pour les territoires, partout, enfin, principalement en Ile-de-France. On a également la marina de Marseille et voilà, 80% de nos sites se situent en Seine-Saint-Denis. Sur les 70 ouvrages olympiques, comme le disait Mélanie, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est finalement beaucoup de projets de proximité. Hein. Sur les 70, c'est 10 sites de compétition uniquement. Le reste, c'est des quartiers, des équipements, des gymnases, des piscines pour les habitants. Et tous ces 70 projets ont, tous sans exception, un projet héritage. Donc un projet héritage qui, soit à l'issue des Jeux, était déjà disponible. De nombreux sites étaient déjà dans leur configuration définitive et ont ouvert le lendemain des Jeux, à la clôture des Paralympiques. Et puis 24 ouvrages qui nécessitaient des travaux de reconversion, qui pour certains sont terminés. Hein, je pense donc au centre aquatique olympique qui ouvrira lundi, mais d'autres voilà, qui sont encore en cours de conversion. On a principalement, par exemple, dans le village des athlètes, des modifications de destination dans les bâtiments. Hein. Le village des athlètes, c'est à terme 6 000 habitants et 6 000 employés. Donc il y avait un certain nombre de bureaux qui étaient aménagés en tant que logement pendant la phase jeu et qui deviendront donc bureaux, donc avec des reconversions qui sont actuellement en cours. On avait également sur le village des athlètes la plus grande gare routière d'Europe, qui servait donc à faire partir tous les bus sur les sites de compétition. Et donc ça, cette gare routière est en cours de reconversion pour devenir un parc de 3 hectares. La particularité de la Solideo, donc c'est une société qui est éphémère, qui va fermer ses portes alors fin 2025 pour les salariés. La structure va ensuite être adossée à Grand Paris Aménagement jusque fin 2028. Ce que je peux vous dire également sur notre mission, donc comme le disait Mélanie, on s'appuie sur des ouvrages des politiques publiques, hein, du territoire. Notre mission, ça a été de les réaliser dans les temps, dans les budgets et dans les ambitions. Et pour ça, du coup, on a coordonné 33 maîtres d'ouvrage différents, dont le département de la Seine-Saint-Denis. Et on avait la responsabilité donc d'une maquette financière de
d'environ 1,7 milliard d'euros d'argent public qui était apporté par 13 cofinanceurs différents, l'État, le département et 11 autres. Et de porter donc les ambitions du dossier de candidature. Donc on a défini des stratégies et on les a pilotées au quotidien avec les différents maîtres d'ouvrage pour atteindre du coup cet objectif de livrer ces différents ouvrages. Dans ces ambitions, peut-être, je peux citer l'ambition d'excellence environnementale, pour lequel donc, on avait 4 axes principaux. L'axe du carbone, donc construire des bâtiments bas carbone. L'axe du confort urbain. L'axe de la biodiversité. Et puis je dirais, toute la partie économie circulaire qu'on a rajoutée en cours de route. Et puis l'eau, finalement, était une thématique un peu transversale. Comme le disait Laure, l'eau jette de pluie, donc on a travaillé les espaces pour faire en sorte donc, d'avoir zéro artificialisation nette, avec des projets qui étaient prévus du coup notamment sur le village des athlètes, avec de nombreux espaces verts en pleine terre. Et puis l'eau, puisqu'on a donc 8 piscines dans le programme, avec également une stratégie de réduire au maximum cette consommation d'eau et de regarder les différents usages possibles. Parfait, merci beaucoup pour cette entrée. D'ailleurs, on pourra revenir justement sur cette labellisation et aussi cette notion d'excellence environnementale, notamment en interrogeant Madame Picard, qui du coup va être introduite à l'instant. Donc merci beaucoup Nicole Picard d'avoir fait le déplacement. Vous êtes depuis mars dernier la secrétaire adjointe de l'antenne nord-est parisien du MNLE. Donc le MNLE, c'est le Mouvement national de lutte pour l'environnement. Mouvement auquel que vous avez rejoint il y a à peu près 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc quel est le positionnement global du MNLE sur les Jeux Olympiques et ses héritages pour la Seine-Saint-Denis? Oui, alors moi je vais porter un regard un peu différent de ce qui a été abordé jusqu'à maintenant, celui des habitants de la Seine-Saint-Denis dont je fais partie, puisque j'habite Aubervilliers, dans le quartier du Fort. Donc quartier du Fort qui a eu pas mal de soucis justement au niveau des JO. Donc on est tous d'accord pour dire que les Jeux ont été une puissante accélération, une puissance d'accélération des projets de la métropole, dans leur logique propre d'aménagement qui s'appuie sur la spéculation immobilière, l'accaparement du foncier des quartiers populaires et leur densification, la bétonisation d'espaces verts, tout ceci sans réelle consultation et prise en compte des avis des habitants du territoire. Beaucoup de choses ont été passées sous silence dans les écrits et la propagande, où on fait l'objet de propos mensongers pour discréditer les associations, collectifs et habitants qui menaient les luttes pour sauvegarder des espaces verts, des arbres de plus de 40 ans, des espaces de loisirs, pour défendre le logement social mis à mal dans les programmes de rénovation urbaine et l'ensemble des nouvelles constructions, notamment autour des gares du Grand Paris Express, pour tenter d'imposer des mesures qui aient réellement un impact positif sur la vie des gens. Il y a eu un écart important entre le discours et la réalité vécue par les habitants du territoire, tant du point de vue environnemental que social. Ces Jeux annonçaient l'excellence environnementale, vous l'avez cité, la création forte d'emplois, ils devaient être inclusifs et solidaires, développer le sport pour tous. Nous ne l'avons pas vécu ainsi. Et je vais citer 4 exemples concrets pour illustrer les choses. Au niveau de l'environnement, il y a eu des bouleversements très importants sur les espaces verts. L'air des vents, dont on parlait, sur une partie du parc Georges Valbon, et j'insiste que c'était une partie du parc Georges Valbon, comme le montre le plan du département, a eu son terrain bradé par le CD 93 à la Solidéo pour construire le village des médias, entraînant l'abattage de nombreux arbres anciens et fermant un espace de loisirs pour de nombreuses personnes. C'est une opération immobilière pour la ville de Dugny qui prévoit à terme 1300 logements, dont seulement 20% de logements sociaux. C'est un espace sur lequel de nombreux clubs sportifs s'entraînaient, notamment cyclistes, et qui, avec le chantier, ont disparu en partie
faute de nouveaux espaces de proximité pour continuer leurs actions. La construction du village olympique, qui avait aussi l'abattage d'arbres, devait avoir dans le projet initial un parc urbain de 7 hectares qui a fini par n'en faire que 2,5. Les logements sociaux sont passés de 40% à 25% et les prix du mètre carré des logements neufs se reconstitués en accession ont rapidement dépassé les 7 000 €, éliminant d'office les habitants du 93. La construction de la piscine à dimension olympique au fort d'Aubervilliers a détruit 4 000 m² de jardins ouvriers. S'il n'y avait pas eu les luttes pour la défense des jardins avec l'occupation des lieux, les recours, les décisions judiciaires, des répercussions qui ont dépassé largement la ville ou le département, 10 000 m² de jardin auraient disparu entre la construction de la piscine et la gare de la ligne 15 Est du Grand Paris Express. La modification aussi de l'échangeur entre les autoroutes A86 et à Saint-Denis-Pleyel a été faite sans se préoccuper du groupe scolaire Anatole France de près de 700 enfants de 3 à 12 ans qui allaient devoir subir les nuisances des nouvelles bretelles, 15 000 à 20 000 véhicules par jour. Une opération extrêmement nuisible pour la santé publique qui était au centre de la mobilisation des parents d'élèves, des collectifs et des riverains. Au niveau social et de la solidarité, il y a eu l'expulsion de 286 travailleurs migrants du foyer ADF à Saint-Ouen pour la construction du village olympique, sans une issue pérenne immédiate pour le relogement. C'était une bagarre assez compliquée aussi. Il y a eu également le nettoyage social de 12 500 personnes précaires qui ont été expulsées par la police et 3 200 étudiants ont dû laisser leur chambre le temps des Jeux. On peut également parler de l'emploi qui n'a pas répondu aux besoins des habitants. La Seine-Saint-Denis est un des départements d'Île-de-France où le chômage est énorme, surtout pour les jeunes. On nous a annoncé que les Jeux allaient créer 150 000 emplois, c'était prévu au départ, entre les métiers de la construction, du tourisme et de l'organisation, mais on est loin d'avoir réalisé ce chiffre. Les entreprises de sous-traitance du bâtiment ont utilisé des pratiques illégales en embauchant des travailleurs sans papier, sans sécurité, sans contrat sur les chantiers. Pour ceux qui ont eu du travail, ce sont surtout des contrats à durée déterminée qui ont été conclus et donc du travail précaire. Quant à la question du sport, le rattrapage du retard n'a pas vraiment eu lieu, même s'il y a eu de nouvelles constructions, des rénovations, des équipements. Les équipements en Seine-Saint-Denis restent insuffisants. Il faut savoir que la Seine-Saint-Denis est le territoire le moins bien doté en France en matière d'équipements sportifs, une moyenne de 16 pour 10 000 habitants. Et pendant les Jeux, on a même fermé des salles de sport à cause de leur dangerosité, comme au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis. Ces Jeux n'ont pas réussi à diminuer les inégalités, bien qu'il y ait eu plusieurs nouveaux groupes scolaires, gymnases, piscines, crèches, la réfection de stades, etc. L'aubaine a été pour les promoteurs et les grosses entreprises du BTP, avec les programmes de démolition-reconstruction des plans de rénovation urbaine, dans lesquels les logements sociaux disparaissent partout au profit du privé. Ce n'est pas la réponse adéquate aux quelques 100 000 personnes en demande de logements sociaux sur le département. Les habitants, les associations et collectifs ont mené de nombreuses luttes entre 2018 et 2023 pour défendre leur cadre de vie, pour que ces Jeux soient un réel héritage écologique, inclusif et sportif. Ils ont travaillé à des projets alternatifs qu'ils ont voulu discuter avec le CIO, le COJO, les élus du territoire. On devait faire un forum citoyen qui devait se tenir à la Bourse du Travail de Saint-Denis en septembre 2019. Ils l'ont annulé, mais nous, on l'a maintenu en tant que citoyen pour pouvoir échanger sur toutes ces problématiques soulevées par les JOP Paris 2024. Merci énormément, Nicole Picard, pour cette petite introduction à votre position qui est plutôt du coup à rebours, comme vous l'avez compris, de ses voisins panélistes. Donc sans plus tarder, je laisse Roxane prendre la suite. Merci beaucoup déjà pour vos introductions. Donc, je vous propose qu'on aborde le thème de l'aménagement du territoire et de la durabilité pour donc, le territoire de Seine-Saint-Denis. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'à la fois les ouvrages olympiques qui ont été construits ou réhabilités ont eu pour but de réduire les fractures urbaines, en tout cas de vraiment transformer le territoire de Seine-Saint-Denis au vu des enjeux auxquels il fait face. Et en même temps, Nicole Picard, vous avez bien mis en avant une opinion publique plutôt réfractaire, ou en tout cas un côté plus négatif des JO. Et donc, j'aimerais vous poser la question, peut-être Mélanie Morgeau, mais après, qui le souhaite.
un peu en savoir un peu plus donc, sur comment concilier les ambitions à la fois de l'État pour le territoire de Seine-Saint-Denis qu'on a vu pendant les JO et en même temps la préoccupation d'habitants du département vis-à-vis de l'accélération de la gentrification et de la bétonisation du département. Beaucoup de questions en une seule. Par commencer, la conciliation, oui, on pourrait discuter de la conciliation des objectifs de transformation urbaine et écologique. Je peux vous parler peut-être du village des médias, qui est ce que je connais le mieux, je pense, parce que le département est propriétaire du terrain des essences et également de l'air des vents. Cette aire des vents dont vous parliez, madame, n'était pas un parc à proprement parler, c'était une aire de jeu, en effet, utilisée par les clubs sportifs et les habitants. Aire des vents, parce qu'elle était très exposée au vent, et donc il y a plein de gens qui venaient faire des activités diverses. Et le choix a été en effet d'utiliser cette aire des vents pour construire le village des médias. Juste une précision, sur les 27 hectares que représente l'aire des vents, 7 hectares ont été urbanisés, ce qui n'est pas la totalité. Et l'urbanisation a aussi représenté l'opportunité d'aménager cette aire en véritable parc. Donc une boucle cyclable a été pensée avec les clubs cyclistes du territoire. Et donc j'ose espérer qu'ils continueront à venir à l'aire des vents. Ce projet a permis aussi de repenser notre direction des parcs et de la biodiversité, qui s'occupe des parcs au département. Ça a été pour eux aussi l'opportunité de repenser la végétalisation, ces espaces-là. Peut-être aussi, alors je ne suis pas spécialiste, mais peut-être aussi avec des essences d'arbres adaptées à la transition écologique. Et en face, vous avez en effet ce fameux terrain des essences dont j'ai parlé, qui représente 13 hectares. Et sur les 13 hectares, comment on concilie typiquement les usages des habitants et l'écologie? Eh bien, ce bout de terrain, il a été aménagé en 3 tiers. Le premier tiers est accessible aux habitants avec des aires de jeu très classiques pour les enfants, etc. Et les 2 autres tiers sont plutôt réservés à la biodiversité. Donc il y a des aménagements qui sont prévus pour que les habitants puissent observer la biodiversité. Donc moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on arrive à intégrer dans un projet d'aménagement, quel qu'il soit, l'écologie, au sens de la préservation vraiment de la nature et de la biodiversité, et les usages des habitants, qui, je voudrais le rappeler quand même, en Seine-Saint-Denis, on a besoin de logements. On a besoin de logements, neufs, on a besoin de logements de qualité, et ces projets urbains, ils répondent aussi à un besoin. Ça m'amène à répondre à votre question sur la gentrification. C'est une question en effet qui a été soulevée par rapport à ces 2 grands projets urbains. Et je voudrais juste rappeler que la gentrification, elle n'a pas attendu les JO pour exister en Seine-Saint-Denis, elle préexiste. Et la petite couronne en particulier, la partie la plus proche de Paris, Montreuil, le Pré-Saint-Gervais, Pantin, Saint-Ouen, etc., il y a un phénomène de gentrification qui préexiste avant les JO. Ça, c'est un fait. Donc on peut considérer que le village des athlètes nourrit ces phénomènes de gentrification, en effet, puisque c'est du logement neuf. Mais pour autant, je voudrais rappeler aussi que le logement social occupe une grande part dans les projets urbains en Seine-Saint-Denis, quels qu'ils soient, que ce soit des projets JO ou pas JO. La part de logement social, c'est une décision du maire qui décide dans un projet urbain qu'il y aura tant de logement social. La ville de Dugny est la ville qui a le taux de logement social le plus important en Seine-Saint-Denis. Donc il faut regarder les choses au global. C'est-à-dire que si on considère en effet qu'il n'y a pas assez de logement social dans le village des médias, par exemple, si on regarde au global la part de logement social à Dugny, le projet village des médias ne va pas considérablement changer la part de logement social sur ce territoire. Et ce raisonnement peut être appliqué également à Saint-Denis ou à l'île Saint-Denis, qui historiquement sont des villes qui ont eu une grande part de logement social. Je n'ai pas les statistiques, donc je ne me lancerai pas dans un débat de chiffres,
mais c'est des choses que vous, étudiants, vous pouvez évidemment regarder finement, ville par ville, quelle est l'évolution du taux de logement social et de quelle manière ces projets urbains ils influent sur ce taux de logement social. Voilà, si je peux répondre. J'espère avoir répondu, même partiellement, à votre question. Oui, je voudrais compléter effectivement Duny, la statistique, c'est 80% de logement social sur la ville. Donc effectivement, on assiste plutôt à un rééquilibrage qu'à une suppression du logement social. Moi, je voulais quand même revenir sur plusieurs accusations qui ont été faites, parce qu'on a parlé vous avez parlé, madame, de propagande. Nous, on a développé un projet qu'on nous a donné. On a 70 ouvrages, on n'a pas choisi, on n'est pas acteur dans ces projets-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a réalisés. Et donc, on a développé une stratégie d'excellence environnementale qu'on a monitoré avec des indicateurs. Et ces indicateurs, on les a suivis de la phase de programmation en 2018 jusqu'à la phase de livraison actuellement. Et donc, tous les projets, 100% des projets, on vérifie au moment de la réception de l'atteinte des objectifs. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a atteint les objectifs. Tous les objectifs qu'on s'était fixés, on les a atteints. Il y a eu des écarts, bien sûr, et on les a détaillés. On a d'ailleurs publié un rapport sur l'excellence environnementale en décembre dernier, que vous avez peut-être pris connaissance. On en fera une mise à jour cette année pour la livraison des ouvrages héritage. Mais en tout cas, les chiffres qui ont été donnés, je ne sais pas d'où ils sortent exactement, mais en tout cas, ce ne sont pas nos chiffres. Je voudrais simplement préciser également que sur le village des athlètes, c'était une ancienne friche d'activité qui a été reconvertie en quartier. Donc c'est pas un espace vert qui a été transformé. Et sur la surface paysagère, le parc Ampère qui est en cours de réalisation, donc c'est environ 3 hectares. Mais vous avez également une autre zone d'aménagement qui est sur l'île Saint-Denis, qui est pilotée par la SEM Pleine Commune Développement, qui elle aussi a son propre parc de 2 hectares, et l'ensemble des espaces verts de ce quartier fait bien les environ 6 hectares qu'on avait évoqués au début. Et je vous rejoins sur un sujet qui est le manque d'équipement en Seine-Saint-Denis, effectivement, et je dirais que le projet des Jeux Olympiques a permis de faire ce rééquilibrage. Je parlais des 8 piscines tout à l'heure. Moi-même, mes enfants sont usagers des équipements d'Aubervilliers, donc je suis très bien placé pour savoir que sur les piscines de Seine-Saint-Denis, par exemple, on est sur un département quand même où un enfant sur 2 en 6e ne sait pas nager. Et en grande carence en termes de piscine. Donc le projet des Jeux a, je dirais, simplement permis peut-être un premier rééquilibrage en matière de piscine. Et il ne faut pas se tromper dans les objectifs qu'on s'était fixés au début. Nicole Picard, est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose ? Peut-être apporter un autre point de vue sur le logement social, parce que en Seine-Saint-Denis, effectivement qu'on a besoin de logements, mais aujourd'hui on est dans une baisse terrible de logements sociaux. Alors on peut dire qu'il y en a trop, etc. Mais je pense que vu les revenus des gens sur le territoire, là on est dans des programmes de rénovation urbaine, par exemple sur Aubervilliers, où 500 logements sociaux disparaissent. Donc, on peut ne pas s'en préoccuper, mais on peut dire que c'est 500 personnes qui vont devoir, 500 ménages qui vont devoir partir de l'endroit où ils sont et aller, les gens vont de plus en plus loin en dehors de la ville, parce que déjà, les 500 logements qui vont disparaître, c'est pas la ville qui va pouvoir les reloger tous sur la ville elle-même. D'autant qu'on ne construit que du logement privé. Donc c'est ça aussi la question. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces populations qui habitent là depuis des dizaines d'années,
qui ont vécu là, qui ont fait leurs enfants, et qui sont attachés à la ville, à leur quartier, et qui vont devoir partir. Enfin, c'est tous ces aspects-là, on les appréhende pas dans les projets, quoi. Donc, si on veut mettre l'humain au cœur des choses, je pense que c'est un projet, enfin, le logement social est un sujet très important à prendre en compte. C'est vrai que les piscines, c'est un plus pour le territoire. Moi aussi, je vais à la piscine d'Aubervilliers, elle est géniale au fort. Donc voilà, j'ai découvert l'aquabiking, c'est super. Donc, voilà. Non, mais ce qu'on avait craint au départ aussi, c'était que les prix de ces piscines-là, qui ont une gestion privée, allaient dépasser les possibilités pour les habitants. On se rend compte qu'il y a vraiment un tarif réduit pour les riverains, pour les gens qui habitent la ville. Et ça, c'est bien, mais au départ, on était vraiment inquiets sur le sort réservé justement aux habitants par rapport à ces lieux qui sont quand même absolument formidables. Hein, parce que, voilà. Donc ça amène des activités qui n'existaient pas avant, c'est vrai. Là, sur la piscine du fort d'Aubervilliers, enfin je parle de celle-là parce que je la connais bien, c'est bien parce que la piscine municipale de la ville est complètement fermée en réfection en ce moment, donc ça veut dire que sinon on n'aurait plus eu de piscine du tout s'il n'y avait pas eu celle-là. Donc ça, je ne remets pas en cause. C'est vrai que c'était une accélération des projets et des équipements sportifs, mais ça n'a pas su... Enfin, pour nous, ça n'a pas suffi, quoi. Voilà, donc aujourd'hui... Comment on fait? Bon, c'était... Voilà, non. Alors au DJO, peut-être pas. Mais comment on fait pour que les gens du territoire, on réponde à leurs besoins, en fait? C'est ça la question. Comment on répond aux besoins réels des gens sur le territoire? Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos interventions sur le sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Apparemment non. Sur Zoom aussi, n'hésitez surtout pas à les écrire, on pourra les prendre éventuellement tout à l'heure. Entre-temps, je pense qu'on peut passer à la seconde thématique, si du coup tu vois qu'il n'y a pas forcément de questions. S'il y en a, n'hésite pas à me le dire pour qu'on revienne dessus. Donc la seconde thématique, c'est celle de la durabilité environnementale. Donc Nicole Picard, toujours, on rebondit sur du coup l'excellence environnementale dont avait fait mention la Solidéo, ici représentée par Monsieur Vasseur. Du coup, dans la réalisation des ouvrages, il y aurait une excellence environnementale qui s'inscrit dans un agenda européen de neutralité carbone pour 2050. Donc est-ce que selon vous, le village olympique et celui des médias que vous connaissez sûrement beaucoup plus, qui sont d'ailleurs en cours de labellisation écoquartier, est-ce que vous considérez que c'est une mention qui serait juste au vu des projets qui sont entamés? Qu'est-ce que vous en pensez de l'excellence environnementale et de la labellisation en écoquartier? Sur la question des écoquartiers, je suis un peu... Enfin, je ne sais pas trop. Alors, il y a le choix des matériaux, il y a des tas de choses, mais on est dans des solutions techniques, en fait. Voilà. Sur la technique qu'on apporte, bon, moi je vois aussi, bon, je repars sur le fort d'Aubervilliers, parce que là, il y a un écoquartier qui se construit architecturalement, on dit comme ça, oui, on peut le dire comme ça. C'est horrible, quoi. Oui, non, mais on va dire aujourd'hui, je pense qu'on manque d'imagination dans l'architecture. Alors, je ne vais pas vous vexer, excusez-moi. Mais, je ne construis pas dans le fort d'Aubervilliers, donc vous inquiétez pas. Mais j'aimerais bien savoir ce qui est horrible pour vous. Pardon ? Qu'est-ce que vous trouvez horrible? Déjà, les immeubles sont très près les uns des autres. Ça, c'est pas l'architecture. Non, c'est pas. Non, mais c'est une bonne. Non, mais moi, ça m'intéresse. Oui, c'est la façon de concevoir les choses. Et je pense que justement, dans la deuxième phase d'aménagement du cœur du fort d'Aubervilliers, je crois qu'ils ont fait modifier le PLUI pour avoir des rapports un peu différents par rapport à ce qui s'est fait. Et sur la hauteur, parce qu'on a R+7, ce qui est très haut quand même. Voilà, et c'est intéressant ce que vous dites, parce que bon, je suis désolée, mais ça va parler de l'eau aussi et de tout ça, vous allez voir.
Pourquoi on fait du R+7 ? Pourquoi on fait du R+15 même, Pour le foncier ? disons ? Non, on fait ça parce que, vous l'avez dit, on a besoin de logements. Vous l'avez dit, il en manque. On sait que l'Île-de-France, et je parle vraiment de l'Île-de-France et des communes qui sont autour de Paris, très proches, et qui ont donc une attractivité, parce que l'idée, c'est que les gens n'aillent pas obligatoirement habiter à 50 km de là où ils travaillent, et qu'ils puissent habiter proche de chez eux. Donc on est tous, dans nos métiers, d'aménageurs, d'architectes, d'urbanistes et tout ça, dans une question qui est, on doit construire, on doit loger plus de gens, on doit laisser plus de terre libre pour des parcs, pour des espaces verts, pour des choses comme ça, pour la question des îlots de fraîcheur et tout ça. Et en même temps, il y a une pression foncière, et vous l'avez dit, et on peut en parler du prix des terrains, mais qui fait que la question de la hauteur, alors après, il y a une façon de la traiter qui est peut-être plus ou moins bien et plus ou moins bonne pour les gens qui vont habiter à l'intérieur, mais la question de la hauteur est une vraie question. C'est-à-dire que si on pense la Seine-Saint-Denis en R+4, les gens, ils vont aller habiter à Roissy. Parce que le nombre de gens, et je ne parle pas de leur qualité sociale, de leurs moyens financiers, le nombre de... Et d'ailleurs, si on est en R+4, ça va être encore plus cher. Donc il est clair que... parce que ça va être rare. Le problème, c'est qu'on est dans une situation de l'offre et de la demande, avec une demande qui est énorme. Et aujourd'hui, je trouve qu'on fait des quartiers qui sont effectivement denses, mais avec certaines générosités sur des espaces communs. On peut parler du village des athlètes si on reprend les Jeux Olympiques. Mais c'est une réponse, qui n'est pas obligatoirement parfaite, à cette demande de logement, cette demande de proximité des hubs aussi de transport en commun, parce que l'idée c'est quand même que les gens n'utilisent plus leur voiture, donc il faut construire à côté des gares, quoi. Sinon c'est foutu. Un instant, juste s'il vous plaît, je me permets de vous interrompre. C'est vraiment pas parce que c'est pas intéressant, mais c'est surtout parce que sur Zoom, il y a des personnes qui, je pense, n'ont pas fermé leur micro. Donc s'il vous plaît, veuillez juste désactiver vos micros et écouter du coup les intervenants. Merci beaucoup. Allez-y. Et donc voilà, donc sans faire, et c'est une vraie question. Je le dis pas en disant que je suis pas d'accord avec vous, c'est-à-dire que je pense que on le sait, on est ici à la Défense, on voit bien voilà, et ça crée des lieux qui sont particuliers, mais c'est une vraie question, et je pense que si on veut que les logements soient abordables et que les mixités sociales qui se fassent dans les quartiers, il faut accepter une certaine densité. Et il faut accepter qu'on construise. Aujourd'hui, je vous le dis, moi en tant qu'architecte, je n'ai aucun projet de logement, parce que quand je fais un équipement, a priori ça va. Mais quand on fait des logements, je n'ai aucun projet de logement qui est accepté par les habitants qui sont autour. Aucun. Et j'ai même des gens qui sont en accession sociale et qui expliquent, qui me demandent, donc ça veut dire que c'est des gens qui ont suivi le parcours social, c'est-à-dire qui ont été dans des logements sociaux, qui ont fait de l'accession sociale, et qui me disent « Ah, j'espère que ce n'est pas des logements sociaux que vous construisez en face de chez moi. » Et moi je leur dis « Mais écoutez, je ne comprends pas ce que vous me dites. » Vous voyez, donc on est face à des questions sociétales très fortes, avec quand même beaucoup de gens qui aiment bien leur confort et qui veulent surtout pas que ça change, et beaucoup de gens qui attendent énormément de nous. Et je pense que si on revient à la question des Jeux Olympiques, sur la Seine-Saint-Denis, on est ok, ça va pas régler tous les problèmes. Par contre, ça a montré une chose, ça a montré que on pouvait faire rapidement beaucoup de projets avec une attention, avec une ambition très forte. Parce que
par rapport à des quartiers, on va dire, classiques, le village des athlètes, le village des médias ont été tellement regardés et ont été des points d'attention tellement forts que les ambitions sont beaucoup plus fortes, par exemple qu'au port d'Aubervilliers dont vous parlez, qui est totalement hors du scope. Et que donc ces grands projets territoriaux d'État dans lesquels les maires, les départements, les régions, l'État travaillent ensemble, peuvent être des grandes réussites. Maintenant, il y a sûrement des gens qui sont mécontents et qui ont été lésés et tout ça. Moi, c'est vrai que nous, c'était assez simple sur le centre aquatique olympique parce que on était sur on est dans une zone où il n'y avait pas d'habitation et on était sur un campus de bureaux qui était totalement fermé et on crée un quartier qui va être ouvert. Donc, bon, l'un dans l'autre, c'était plutôt bien reçu. Et il y a eu de la concertation. Moi, j'ai été, avant le concours, j'ai été à 4 réunions de concertation. J'étais même pas architecte. J'y étais pour justement entendre ce que les gens voulaient pour essayer de bien répondre et de gagner le concours. C'était juste pour moi. Mais voilà, il y a eu quand même des zones de concertation. Voilà, c'est tout. Si je peux dire 2 mots sur la concertation, c'est pas vraiment... Enfin, on nous amène des projets déjà tout ficelés et on peut les changer à la marge, hein, vraiment très à la marge. Et l'avis des habitants n'est pas pris en compte. C'est pareil sur les enquêtes publiques. Hein, je veux dire, on peut je suis d'accord. On en fait constamment. Non mais attendez, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord, pas pour tous les projets, mais pour un certain nombre de projets, je suis totalement d'accord. Ce qui se passe, c'est que quand on est face... Enfin, il y a quand même une question, moi, que je me pose, c'est où est-ce qu'on place l'intérêt en fait, quand on fait un projet d'aménagement, je ne parle pas de moi, mon travail perso d'architecte, et est-ce que... Voilà. Mais quand on fait un projet d'aménagement, obligatoirement, on va changer... Enfin, il y avait quelque chose, un existant, et on va le modifier. Et tout d'un coup, ce qui fait peur dans la concertation, et je vous le dis clairement, c'est que, en fait, ne viennent que les gens qui sont contre, et qui ont un intérêt personnel... qui ont un intérêt personnel à ce que le projet ne se fasse pas. En gros, c'est face à chez moi, je vais avoir une vue moins sympa. Tout d'un coup, j'avais un petit parc, ça devient un immeuble. Voilà, donc je pense qu'on a un problème en France sur l'organisation de la concertation, qui est qu'on oppose... Ce sont des oppositions binaires. Et on a besoin... sûrement de mûrir tous, c'est-à-dire à la fois, on va dire, les institutions, mais aussi, je pense, les organisations des habitants, sur la question du dialogue, et d'accepter aussi que il puisse y avoir des compromis. Voilà. Et mais je suis d'accord avec vous, la concertation n'est pas parfaite. Je vais simplement compléter sur cette question de concertation, parce qu'il faut remettre aussi en contexte, il y a la concertation réglementaire, donc liée aux autorisations d'urbanisme et de construction des projets, voilà, des enquêtes publiques, les participations publiques par voie électronique, etc. Mais là où on a également communiqué sur l'ensemble du projet, c'est que certes, il y a eu ces moments de concertation, mais aussi tout au long du projet, des moments de diffusion avec les habitants. Alors tout début, vous parliez tout à l'heure du foyer jeunes travailleurs ADF. Effectivement, sur le village des athlètes, il y avait un bâtiment qui donc accueillait des travailleurs migrants, qui donc est un foyer de 60 logements, dans lequel effectivement il y avait 250 personnes qui étaient complètement installées, etc. Et dans le cadre du projet, on a échangé avec ces gens et on les a relocalisés dans un bâtiment qui a été construit à la porte de Saint-Ouen, et on a relocalisé l'ensemble de ces personnes. Donc ça fait partie aussi du projet, je dirais, de discuter avec tout le monde, les habitants du territoire, les activités qui étaient également présentes pour voilà, trouver des solutions. Et puis la concertation, elle ne s'arrête pas à la fermeture de l'enquête publique, puisque on a continué à
communiqué avec l'ensemble des parties prenantes tout au long des projets, donc avec bien sûr les élus des territoires pour faire avancer les projets, qui eux-mêmes discutaient avec leurs administrés. Et puis, on a mis en place sur le village des athlètes une maison du projet, qui était ouverte au public, qui permettait de faire de la médiation, accueillir les gens, expliquer le projet dans son détail, réaliser des visites également pour montrer l'évolution du projet. Et puis, chose très importante quand même, c'est que le village des athlètes, il faut savoir que c'était sûrement le plus gros chantier d'Europe occidentale et on l'a dit tout à l'heure, réalisé dans un temps très court, puisqu'on a réalisé ce projet en 6 ans, 4 ans de travaux. Et on avait aux franges du chantier un collège qui n'a pas arrêté de fonctionner. On avait des logements qui étaient également juste à proximité du village, qui ont continué leur vie. Donc on a tout au long du projet, pendant la phase travaux, etc., discuté avec ces gens, expliqué ce qui allait se passer à côté de chez eux. Pour en priorité, et ça c'était vraiment très important pour nous, leur sécurité. Et donc on a organisé tout un tas d'événements et de zones de sensibilisation pour s'assurer qu'il n'y ait aucun accident à proximité du chantier. Il faut savoir que le village des athlètes, c'était à la pointe 500 camions par jour. Et donc notre plus grande crainte, c'était qu'un gamin du collège se fasse renverser. Et donc on a fait attention à ce sujet. On a déporté un certain nombre de logistiques via le port de Gennevilliers un peu plus loin. On a régulé l'arrivée des camions et effectivement les résultats sont là, puisque sur l'ensemble des accidents qui ont eu lieu, avec 180 accidents, vous allez me dire c'est encore trop, mais c'est 4 fois moins que dans les projets de même envergure. Donc toutes les actions ont vraiment eu un rôle concret sur la vie des gens, et là pour le coup au sens propre. Si je peux ajouter une chose, et un peu pour synthétiser ce qui s'est dit, il faut bien avoir conscience que les ambitions qui ont été mises dans les projets d'infrastructure JO étaient très hautes. Et donc, vous l'avez dit, Laure, comme ces projets étaient très regardés, tous les maîtres d'ouvrage supervisés par Solideo, on avait tous une pression pas possible pour non seulement livrer dans les temps, dans les budgets, etc., mais pour être exemplaires. Et donc, je suis désolée, madame, je pense qu'un certain nombre d'aménageurs devraient regarder ces projets d'un peu plus près et s'en inspirer en termes d'ambition environnementale, en termes d'ambition sociale, en termes d'accessibilité universelle. Enfin, sur un certain nombre de champs, ces projets ont été exemplaires et il me semble qu'en effet, les objectifs initiaux qui étaient posés ont été pour la plupart respectés. Nous, département maître d'ouvrage, ce projet nous a fait grandir. Mes collègues de la direction de la voirie ou de la direction des équipements qui ont construit ces ouvrages peuvent témoigner aujourd'hui qu'on a grandi professionnellement parce qu'on a intégré ces ambitions, on a concerté les associations de personnes handicapées sur le pont pour savoir à quelle hauteur on mettait le parapet, enfin ce genre de choses. Je vous donne des exemples très concrets, mais c'est des choses qu'on ne faisait pas forcément systématiquement en tant que maître d'ouvrage précédemment. Donc ce projet nous a fait grandir aussi en tant que maître d'ouvrage. Et c'est bien l'objet, je fais de la pub pour Solideo, des colloques là, qui sont organisés pendant ces mois-ci, c'est de faire un retour d'expérience, partager cette expérience avec les gens du métier, on va dire, et d'inspirer d'autres projets urbains, d'autres aménageurs, parce que les ambitions étaient vraiment très hautes. On a tous été embarqués dans le même bateau, ville, département, quels que soient les maîtres d'ouvrage, on avait le même niveau d'ambition à atteindre. Voilà, je voulais juste repréciser ça pour reposer aussi un peu le cadre global. Effectivement, dans ces rencontres, on a déjà fait une le 26 mars sur l'excellence environnementale. On vient expliquer, on fait le retour d'expérience de tout ce qu'on a fait. Là, par exemple, vendredi prochain, on fera le retour d'expérience pour la partie donc, sécurité, mais également insertion et TPE, PME, SS. Et les projets les projets olympiques ont bénéficié aux habitants du territoire, précisément sur le sujet de l'emploi, puisque
plus de 3 millions d'heures d'insertion ont été réalisées sur les 70 ouvrages olympiques. C'est plus de 4200 personnes qui étaient éloignées de l'emploi et qui ont retrouvé un emploi grâce aux ouvrages olympiques. Pareil sur la question des TPE, PME, ESS, c'est plus de 800 millions d'euros qui ont été attribués à des TPE, PME et à des structures de l'ESS, principalement sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que ce département a encore en mémoire la réalisation du Stade de France qui n'avait pas bénéficié aux habitants du territoire. Là, cette fois-ci, ça a été le cas. Ça a bénéficié en termes d'emploi concrètement aux habitants, aux entreprises de ce territoire. Et ça, on l'a démontré par des chiffres très précis et qui ont été validés par toutes les instances. Donc, c'est un héritage qu'on souhaite laisser et effectivement que d'autres projets doivent s'inspirer. Merci beaucoup du coup pour toutes ces interventions extrêmement enrichissantes. Je pense que vous le constatez, mais c'est assez rageant en fait de ne pas avoir assez de temps pour développer du coup chacun des points et chacun des positionnements. Du coup, on va prendre juste 1 à 2 questions maximum au niveau du public. Donc je pense qu'il y avait Dorothea qui avait posé la question, qui avait levé la main en premier. Donc n'hésitez pas et ensuite on va faire suivre avec Clara juste derrière. Merci beaucoup. Oui, je trouve c'est extrêmement intéressant quand même d'avoir la pluralité des points de vue, mais les attentes sont plurielles aussi, même des citoyens. Je pense qu'il n'y a pas un consensus dans les attentes. Je crois que vous avez réalisé une enquête aussi auprès des habitants. Oui. Peut-être vous pourriez nous en parler un peu des résultats. Très brièvement, du coup, j'ai pas forcément consulté tous les résultats, ou en tout cas, je les ai pas forcément en tête. Mais oui, du coup, on a fait passer en fait un questionnaire citoyen. Le nombre de réponses est malheureusement très faible, donc un peu plus de 50 personnes. Par contre, la qualité peut-être de ce questionnaire-là, elle peut être liée au fait que toutes les villes hôtes du coup des Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis ont été couvertes dans les réponses, à l'exception peut-être de la Courneuve. Mais du coup, on a une réponse en fait au moins dans chacune des autres villes, ce qui peut nous permettre quelque part d'avoir une vision un peu plus d'ensemble. Et du coup, juste pour revenir sur ce point-là, oui, j'avais du coup noté que parmi toutes les réponses, plus de 60%, par exemple, des personnes qui nous ont répondu estimaient que la proposition suivante, donc, que je vais vous épeler, leur convient. Donc Paris 2024, entre guillemets, c'était une jolie mise en scène pour ne pas traiter nos vrais problèmes. Donc, et sachant qu'on a essayé en fait de faire passer justement notre questionnaire auprès de différents publics, de différents âges. Sachez que les réponses, elles étaient, on va dire, des moins de 18 ans jusqu'aux plus de 50 ans. Donc on a vraiment couvert énormément d'âges, de villes différentes. Et peut-être que le fait qu'on ait cette réponse d'ensemble, eh bien, questionne aussi du coup peut-être la recevabilité auprès du public de ces projets olympiques. Peut-être pas de tous, mais en tout cas qu'il y ait une certaine tension, un certain questionnement au niveau des citoyens qui du coup... peut-être du coup débattu, mais je pense que vous l'avez déjà assez fait aujourd'hui et je pense qu'il faudra peut-être un deuxième colloque ou un troisième pour vraiment détailler dessus. Donc je vous laisse juste un instant de courte réponse, Mélanie Morgeau, si vous voulez, un instant de courte réponse pour ensuite enchaîner avec Clara qui attend impatiemment juste derrière. Mais évidemment que les JO ne sont pas... Pardon, je crois qu'il ne marche pas. Okay. Évidemment que les JO ne sont pas la réponse au problème des habitants du territoire. On en est bien d'accord. Et donc la manière dont vous avez posé la question, la réponse ne me surprend absolument pas. Ok, oui. C'est pas du tout, je crois que c'était pas du tout notre propos aujourd'hui. Ah non, oui. Notre propos, c'était vraiment de se centrer sur qu'est-ce qui a été réalisé pour les JO, quel est l'héritage. Et évidemment, les JO n'apportent pas des réponses à toutes les problématiques du territoire, on est bien d'accord. Bien entendu, c'était pas l'objet de mon propos, c'était juste... On peut se présenter à la présidence de la République si vous voulez. Non. Bien entendu, c'était juste la statistique que j'avais sous les yeux, mais évidemment qu'on a fait passer du coup des questions sur la dimension économique, la dimension environnementale, la dimension sociale. Donc c'était beaucoup plus que juste une série de propositions qui allaient à l'encontre du discours officiel, bien évidemment. On prend une question de Clara. Ok, je t'en prie.
professionnellement, vous voulez dire comment on fait pour concilier un calendrier un peu... Oui, oui. Alors, il y a plusieurs réponses. Déjà, il y a la question des moyens. Je pense qu'il n'est jamais retombé autant d'argent public sur la Seine-Saint-Denis que grâce au projet JO. Donc il y a des moyens qui sont mis pour porter ce projet d'intérêt national qu'est l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Ensuite, il y a des sujets d'organisation. C'est-à-dire que nous, typiquement dans ma collectivité, on a mis en place une organisation en mode projet, donc une organisation spécifique pour porter ce projet. Ça veut dire que dans une administration de 8000 agents, comme le département, c'est très vertical. Vous avez des grosses directions, c'est très vertical, ça a du mal à se coordonner, à se parler. Là, pour les JO, on a mis en place un mode projet que du coup je dirigeais. Et donc ce mode projet, il permet d'aller vite, de faire remonter des alertes rapidement à la direction générale et au cabinet, et donc d'être réactif, typiquement sur travailleurs avec sans-papier sur les chantiers. On savait dans les 24 heures, parce que moi j'avais un lien direct avec Solideo, j'avais un lien direct au cabinet du président, on savait dans les 24 heures quand il y avait un travailleur sans papier et quelle était la méthode pour résoudre cette problématique. Donc on a travaillé sur notre organisation. Et ça c'est vrai, c'est des choses dont on ne parle pas. Typiquement sur la question de l'emploi et des retombées économiques, on a mis en place une organisation ad hoc avec tous les acteurs, parce qu'ils sont nombreux, à travailler sur cette question de l'emploi et des retombées économiques. Donc, c'est une organisation, là, pareil, agile, entre le département, les EPT et l'État, pour aller directement auprès des entreprises, savoir de quel recrutement ils ont besoin, de faire un lien direct avec les personnes éloignées de l'emploi. À tel point que cette organisation, elle fait héritage aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le colloque qui va être organisé par Solideo, l'État et le département, d'une voix commune, vont dire cette organisation a très bien marché, ça serait vraiment bien de la reproduire et de la pérenniser. Parce qu'en fait, le problème qu'on a en France, c'est une juxtaposition des étages et des acteurs. Et donc là, pour les JO, moi je l'ai vécu, on a mis en place cette organisation et on ramait tous dans le même sens. Et je peux vous dire que quand il y a cette dynamique collective, on est beaucoup plus efficace que dans la vie courante. Donc on a fait la démonstration que c'était possible. Et donc l'enjeu pour l'avenir, c'est de garder ces modes d'organisation un peu plus agiles et plus efficaces. Voilà. Oui, effectivement, c'est ce qu'on prône dans les différents colloques qu'on est en train d'organiser, c'est de ne pas avoir peur de dédier des moyens à un projet et de créer des structures. Par exemple, la Solideo, c'est une structure qui était dédiée à ce projet-là, qui va s'arrêter à la fin du projet, mais qui n'avait qu'un seul objectif. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'injonction contradictoire sur d'autres projets. C'était vraiment ce projet-là qui était défini, qui a été cadré, et ensuite ça a été du coup ce qu'on a réalisé avec les 33 maîtres d'ouvrage différents, parce que si on remonte à la candidature, l'enjeu c'était de donner la réalisation des ouvrages aux utilisateurs futurs, donc aux collectivités. Or, livrer 70 projets dans un temps très serré par 33 maîtres d'ouvrage différents, c'était quasiment une mission impossible, et donc ce qu'on a créé, c'est une direction à la Solideo qui a supervisé l'ensemble de ces ouvrages et qui a monitoré les calendriers, les budgets, les ambitions de chacun de ces projets. Et c'est ce cadre qu'on a défini, donc être un contrat tripartite entre Paris 2024, le maître d'ouvrage et la Solideo, avec des indicateurs précis qui étaient pilotés tous les mois et qui donnaient lieu à un reporting. Et donc l'enjeu, ça a été au début de créer ce cadre initial, donc de se créer les marges suffisantes en termes de planning, en termes de budget, pour pouvoir absorber tous les aléas classiques qu'un chantier peut avoir, et on les a eus comme n'importe quel autre projet. Et si je prends, personne n'imaginait en 2018 qu'on allait avoir le Covid, qu'on allait avoir la guerre en Ukraine, qu'on allait avoir les pénuries de matériaux, et tout ça, on a traversé ces différentes étapes dans le cadre qu'on s'est fixé. Donc c'est l'organisation qu'on a mis en place effectivement dans les différentes collectivités et via la Solideo. Et ensuite, c'est une méthode, puisque y a un professeur à Oxford qui a démontré que moins de 1% des projets sous contrainte extrême de planning arrivent dans les budgets. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et ça a été, je dirais, pendant 6 ans, un travail sur la gestion des écarts. Donc à chaque fois qu'il y avait un écart
sur le projet, déjà c'était d'identifier cet écart le plus tôt possible. Mélanie parlait des travailleurs sans papier, mais voilà, c'est surtout les sujets, et trouver des plans d'action précis qu'on monitorait avec les différents projets. Et puis, c'est faire de la gestion des risques sur les différents ouvrages. Et c'est quoi piloter un projet par les risques? C'est parfois faire des choix, renoncer et étudier, voire mettre en œuvre des plans B. Et c'est ce qu'on a fait dans le projet tout au long de cette aventure. Et peut-être je rajouterai un point sur la gouvernance. Je pense que la gouvernance du projet est aussi explique beaucoup le succès. C'est-à-dire qu'il y avait une gouvernance Solideo avec une revue des projets qui permettait de rendre compte aux élus membres du conseil d'administration de Solideo vraiment de l'état d'avancement des projets. Ce qui fait que les alertes remontaient à un niveau technique, évidemment, mais remontaient aussi très vite à un niveau politique. Et donc les prises de décision, elles vont plus vite. Hein. Voilà. Enfin, c'est pas compliqué. Hein. Et dans un projet classique, en fait, c'est souvent l'opérationnel qui pilote le projet qui doit faire ce reporting et faire remonter aux différents acteurs. Là, l'intérêt d'avoir cette direction des programmes à la supervision, c'est qu'on a regroupé l'ensemble de cette fonction de reporting, et donc on a extrait de la mission des opérationnels cette notion de communication avec les différentes parties prenantes. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas du tout communiqué avec leurs élus, c'est faux, mais en tout cas, ça leur a retiré une charge, et du coup, ils ont pu se concentrer sur vraiment leur cœur de métier, qui était de faire de la maîtrise d'ouvrage et de réaliser leurs opérations. Et ce reporting, et nous, à la Solideo, on a créé des outils dédiés pour piloter l'ensemble de 70 projets, parce que du coup, faire des tableaux de bord sur 70 projets, ça peut devenir rapidement très chronophage. Et donc, on a créé des outils, et on a mis des moyens humains là où c'était important. C'est-à-dire que les tableaux de bord, ce n'étaient pas des outils automatiques qui sortaient des indicateurs de toutes parts. Non, il y avait des responsables de programme qui étaient en charge du coup d'identifier avec les maîtres d'ouvrage les écarts et de travailler avec eux des plans d'action et de les suivre ensuite, de faire remonter les arbitrages, d'aller provoquer la prise de décision au plus haut niveau. Merci beaucoup pour vos interventions. Malheureusement, notre questionnaire est pas assez... il est trop ambitieux, on va dire, pour le caractère limité du temps qu'on a pour ce colloque. Donc juste une dernière question, je suis obligé de supprimer les autres, mais juste revenir sur la question de l'emploi et de l'inclusion du coup des personnes dans la réinsertion et dans la réinsertion de ces profils-là. Donc est-ce que vous pouvez juste toucher un mot chacun, si possible, sur cette réinsertion? Donc grosso modo, en quoi les clauses d'insertion des acteurs, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, en quoi est-ce que les programmes de formation des ouvriers, par exemple, ils sont une solution peut-être de long terme pour la réinsertion de ces personnes-là? Parce qu'on peut avoir l'impression, peut-être, et c'est aussi peut-être le positionnement du MNLE, que, grosso modo, on avait beaucoup de CDD l'été, juste pour l'édition olympique, et qu'après, il n'y a pas forcément de suite et derrière. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous parler de la longévité ou du programme qui peut suivre avec ces éléments-là qui ont été mis en place? Donc, juste très rapidement, si... Oui, bien sûr. Bon, déjà, il y a un élément de vocabulaire préliminaire. Les jeux, tout projet ne crée pas de l'emploi. C'est un point, c'est temporaire, etc. Donc on maintient de l'emploi, on crée des postes dans certaines entreprises, forcément, mais l'enjeu, ça a été de faire en sorte que ça bénéficie aux habitants du territoire. Et du coup, on a mis, avec Bernard Thibault, Dominique Alac, des coprésidents du comité de la charte, suivi des ambitions en matière d'insertion par l'emploi. Donc 10% des heures réalisées devaient être attribuées à des personnes éloignées de l'emploi, et puis de faire en sorte que les projets, je l'ai dit tout à l'heure, bénéficient aux PME et TPE de ces territoires. Et c'est
une organisation à la fois contractuelle, des clauses d'insertion qu'on met dans les différents contrats, marchés, etc. Mais c'est aussi une animation de tous les acteurs du territoire, s'appuyer sur le département, la Driette, les facilitateurs des établissements publics territoriaux, pour aller rechercher les profils, les gens qui sont en mesure de répondre à des offres d'emploi et du coup à s'insérer grâce au jeu. Encore une fois, c'est un booster pour leur permettre, pour les accompagner effectivement dans ces projets. Et vous parliez de la formation, c'est très important parce que c'est souvent, notamment dans ces publics-là, où on peut avoir des statistiques en termes d'accidents du travail les plus importants. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est des formations à la sécurité sur nos chantiers, obligatoires pour ces personnes, qu'on a financées dans le cadre du projet, pour leur permettre du coup de s'insérer aussi sur ces sujets de sécurité sur les chantiers. On a été très regardé par les autorités de contrôle, par l'inspection du travail, ou qui visitaient nos chantiers très régulièrement. Et la sécurité, c'est souvent un sujet qui est délégué d'un maître d'ouvrage aux entreprises. Voilà, la sécurité des compagnons, c'est le problème de l'entreprise, c'est pas le mien. Or, non, le maître d'ouvrage est responsable de la sécurité des travailleurs des compagnons sur ces chantiers. Et donc, on a mis en place avec un organisme qui s'appelle l'OPPBTP des visites sur les chantiers pour ajuster et pour trouver des solutions concrètes au quotidien sur les chantiers en termes de protection individuelle, protection collective, pour faire en sorte de minimiser le plus possible le nombre d'accidents. Je complète si on a le temps. Ouais. La question de l'emploi, en effet, elle est vaste. Il y a la question de la formation, c'est une compétence de la région. Et donc la région étant partie prenante des Jeux, il y a eu évidemment, vous l'imaginez bien, une étude sur quel métier était en tension et sur quoi il fallait développer des programmes de formation. Ensuite, après la formation, il y a l'étape j'accède à l'emploi et je saisis les opportunités que les Jeux offrent. Sur ce sujet-là, on l'a déjà dit, les acteurs publics se sont organisés pour que notamment les habitants du territoire puissent accéder à ces opportunités. On a organisé des job meetings à plusieurs reprises, donc plutôt sous format événementiel aussi, pour faire connaître en fait cette offre-là. Et puis les facilitateurs de clauses, qui sont des gens qui qui aident les entreprises à atteindre leurs objectifs en termes de clauses sociales, ont fait ce travail plus fin de mettre en relation une personne éloignée de l'emploi avec une opportunité de poste. Et ensuite, il y a la question de la pérennisation des emplois, vous avez raison. Les JO, c'est une espèce de crise de croissance. Donc, tout d'un coup, on a un énorme besoin d'emploi, puis après, ça retombe. Et donc tout l'enjeu des acteurs publics aujourd'hui, évidemment, c'est de capitaliser là-dessus et de faire en sorte que les gens qui ont suivi une formation, qui ont eu accès à un emploi pendant les Jeux, puissent dérouler une carrière et voilà, exactement. Donc c'est une chaîne un peu complexe et qui fait intervenir plein d'acteurs et qui nécessite de la part de l'État, qui est un peu quand même l'acteur central là-dedans, parce que je fais une parenthèse. Le département a la compétence insertion, les EPT ont les facilitateurs de clauses, l'État est compétent pour Pôle emploi, les villes ont les missions locales, enfin je vous en passe, voilà. Donc là aussi il y a des gros enjeux de coordination. Oui, juste 2 mots rapidement. Moi j'ai une question, justement, j'aimerais bien avoir un bilan précis du nombre d'emplois qui ont été pris dans l'ESS. Parce qu'effectivement, il y avait 10% d'insertion qui était prévue. Moi, j'ai aussi été présidente d'une structure d'insertion, justement. Les facilitateurs, c'est vrai qu'ils ont fait un boulot remarquable sur le territoire pour mettre en lien. Mais le problème, c'était le prix, quoi. Donc, il y a un moment, ça coince, parce que le prix ne correspond pas à ce que les structures d'insertion, justement, elles demandent. Donc, moi, je sais que, par exemple, beaucoup d'heures d'insertion ont été faites par une filière de Randstad, qui était aussi dans l'activité économique, puisque c'est une entreprise de travail d'insertion, une entreprise temporaire de travail d'insertion.
Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois temporaires qui ont été pris. Je ne sais pas si ça a beaucoup profité aux gens du territoire. C'est pour ça, si on avait un bilan précis, ce serait bien, voilà, pour avoir une idée claire. On a un bilan sur la partie insertion. Enfin, je le redis, en fait, l'objectif de 10%, les 90% restants, enfin, il faut demander à Pôle emploi, hein, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on a un bilan sur la partie insertion. Les 10% qui étaient fixés comme objectif aux entreprises, vous devez recruter 10% des heures, c'est ça, de travail 10% des heures travaillées. Ouais, de travail. Vous devez recruter des personnes d'insertion. Ça, nous, on l'a suivi, le département, on l'a monitoré de très près. Les 90%, on posait la question à Pôle emploi. Oui. Et sur ces 10%, on a aujourd'hui des statistiques que tout le monde nous jalouse. On sait dire des choses sur qui étaient ces différents travailleurs en insertion. Hein, et c'est pour une grande majorité des personnes qui n'ont pas le bac. Qui ont été en insertion. Et on est en train de réaliser avec l'INSEE une étude sur les suites de parcours, c'est-à-dire qu'est-ce que sont devenus ces gens. Et en fait, on se rend compte, voilà, il y a des courbes assez parlantes qui montrent que les jeux ont un facteur exponentiel en termes d'emploi au début de démarrage des chantiers. Et effectivement, on voit une petite décroissance apparaître quelques mois après la fin des chantiers. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est là où on en est aujourd'hui par rapport où on en était il y a 6 ans. Et on n'est pas revenu à l'état initial, au contraire. Enfin, il y a la baisse, je dirais, qu'on peut constater est très faible par rapport à ce qu'on a pu constater sur ces 10% réalisés par des gens en insertion. Sam, je te laisse la main. Merci beaucoup pour tous ces échanges qui ont été très riches et très, très stimulants.